Bonjour, bonsoir à toutes et à tous. Et voici la deuxième d'une série de 4 vidéos dévolues au sujet de la communication interpersonnelle, après les généralités, des explications données dans la première vidéo. Voici une deuxième vidéo que j'intitulerai, je dirais, quelques maximes fréquentes, hein, des expressions que l'on entend souvent dans la bouche de gens qui sont rompus à ce qu'on appelle les techniques de communication interpersonnelle. Ces phrases que l'on entend souvent, que l'on nous assène et dont on ne sait pas trop d'où elles viennent ni pourquoi elles nous sont assénées de façon aussi péremptoire. Donc j'ai fait une petite liste des maximes que j'entends le plus souvent moi-même. Je vais vous dire ce que j'en pense et j'attends bien sûr vos commentaires sous cette vidéo, et je vais tâcher aussi de porter sur ces principes l'éclairage de la spiritualité chrétienne biblique, sachant que c'est surtout la quatrième de ces 4 vidéos qui abordera plus en profondeur la question de la spiritualité biblique quant à la communication interpersonnelle, mais j'en parlerai aussi dans cette vidéo-ci. Alors parmi les phrases que j'entends souvent de la bouche de gens qui s'intéressent à la communication, c'est « il faut dire je ». Il ne faut pas dire tu, il ne faut pas dire nous, il faut dire je. Alors ça, on l'entend dans le milieu du travail, dans la communication avec beaucoup de gens. Donc ça, c'est un principe de la CNV, de la communication dite non violente. Marshall Rosenberg prescrit de ne pas faire part de mes émotions, ni d'émettre un jugement subjectif en disant ce que selon ma perception tu as fait, mais plutôt d'exprimer ce dont je ressens le besoin. Alors c'est un principe que j'ai relayé il y a quelque temps. Une jeune femme de mon entourage m'a fait part d'une difficulté de communication avec un proche qui, selon elle, lui manque fréquemment de respect. Elle était donc prête à rappeler ses actes à son interlocuteur, mais, comme je connais aussi ce dernier, j'ai conseillé à la jeune femme d'éviter de dire « tu t'es comporté de telle façon », mais plutôt de dire « j'ai besoin que tu me respectes ». Ceci dit, il est des situations où des personnes qui persistent à se comporter de façon inappropriée ont besoin de se l'entendre dire. C'est avant au cas par cas, avec sagesse et charité. Alors si quelqu'un me marche sur le pied, que dois-je lui dire dans l'urgence ? Tu me marches sur le pied, attention. Ou bien dois-je exprimer mes besoins de la sorte ? Excuse-moi, mais j'ai besoin de ne pas avoir un poids de 90 kg sur le pied et de pouvoir me déplacer à ma guise, et j'ai besoin d'aller de mon travail en conduisant ma voiture sans être gêné par un strap autour du pied. Quelle sera la technique la plus efficace, surtout dans l'urgence ? Et dans le même ordre d'idée, lorsque quelqu'un s'évertue à me manquer de respect, à mettre ma tranquillité ou pire celle de mes enfants en danger par sa malveillance, dois-je lui dire clairement qu'il doit cesser de mal se comporter, ou bien dois-je me mettre en position basse, me présenter comme le pauvre type qui ne parvient pas à faire face à la situation qu'on lui impose ? Alors nous avons tous connu des situations où se mettre en position basse devant une personne malveillante, loin d'arranger les choses, ne fait que empirer la situation en flattant le narcissisme du malfaiteur. Mettre les points sur les i sans violence, en disant « tu t'acharnes depuis X temps contre moi, voici l'historique de ce que tu m'as fait vivre, et je ne suis pas d'accord et je te demande d'arrêter », s'avérera souvent bien plus efficace que « je souffre de la situation et j'ai besoin de vivre dans la dignité et dans la sécurité et de dormir la nuit et donc que cette situation cesse ». Cette dernière façon de parler, de cette dernière tirade qui est conforme à cette injonction, il faut dire je, eh bien risque fort même d'exciter la méchanceté de l'interlocuteur, notamment si vous avez affaire à un pervers qui jouira de la souffrance et de votre souffrance et de votre faiblesse. Donc il se peut aussi que la personne qui vous fait du tort, ou qui plus simplement vous agace, ne soit pas mal intentionnée et ne se rende même pas compte de la situation. Alors à vous de voir si vous devez lui dire « Tu sais, je voudrais que tu cesses de me poser des questions indiscrètes sur ma vie privée, de faire des remarques sur mes tenues vestimentaires, de m'envoyer des textos tous les jours. » Ou bien, si vous préférez lui dire « Eh bien, j'aime bien être très discret sur ma vie privée, m'habiller de façon à passer inaperçu, utiliser mon portable de façon parcimonieuse. » À vous de voir, mais cette interdiction qu'on nous impose parfois en nous disant il ne faut pas dire je, me semble souvent très abusive. Voilà. Donc il faut
l'utiliser en fonction d'un contexte avec sagesse et avec discernement, quoi. Alors, nous aussi pose problème à certains. J'en ai fait l'expérience il y a un peu plus d'un an. Je me suis retrouvé dans une église évangélique, dans un groupe de discussion autour d'un livre, et je suis intervenu pour faire remarquer que le livre sur lequel nous discutions, ayant été écrit par un protestant américain, dans un contexte religieux et sociologique très différent du nôtre, eh bien nous, protestants français, nous ne pouvions pas recevoir ou percevoir les choses de la même manière que l'auteur du livre. Après la réunion, l'animateur m'a aimablement reproché mes propos. Ne dis pas nous, hein, parle pour toi, n'implique pas les autres. Eh bien si, je vous assure que dans ce groupe de réflexion, nous étions tous des protestants français. Donc quand j'ai dit nous sommes des protestants français, nous ne pouvons pas percevoir la même chose que l'auteur, je pense que j'étais pas franchement à côté de la plaque. Dans cette salle, il n'y avait pas un seul Américain, pas un seul Nord-Coréen, pas un seul catholique, ni zoroastrien, ni athée en vue, bien que tous eussent été les bienvenus. C'est de façon bien naïve que ce monsieur a cru bon de faire part des directives reçues en formation de communication, manifestement, dans son entreprise. Alors certes, il ne faut pas impliquer les autres dans un avis, une opinion de conscience, mais tout comme je pense avoir le droit de dire « ce midi nous avons mangé des pâtes », je revendique le droit de dire « dans cette salle nous sommes tous des protestants français », dans cette salle des profs nous sommes tous des profs, si les AVS sont sortis, dans ce vestiaire nous sommes tous des hommes, par exemple, ou que sais-je. C'est là un parfait exemple d'un bon principe, parfois appliqué sans réflexion et hors de son contexte. Je remarque d'ailleurs que ce monsieur a utilisé avec moi les injonctions « dis ceci, ne dis pas cela », qui formellement ne comprennent pas le pronom « tu », mais qui grammaticalement sont tout de même des impératifs à la deuxième personne. Donc, par attachement aux formes, il ne faut pas dire « tu », T-U, littéralement pas utiliser le pronom. Ses propos étaient contraires au principe de la CNV, parce qu'il utilisait un impératif, à la deuxième personne du singulier, alors que mes propos, en fait, étaient conformes à la CNV, parce que je faisais une généralité qui était une évidence, et qui n'appliquait pas la conscience des gens qui étaient autour de moi. Donc ce genre de confusion est très fréquent chez les inconditionnels des techniques de communication. Et c'est comme ça qu'on en vient très très souvent à utiliser des maximes, des phrases toutes faites, qui viennent de la communication interpersonnelle et qui sont plaquées de façon inappropriée. Donc je pense que, et ça devient tellement envahissant qu'il me semble parfaitement justifié de parler de ces choses-là, d'en discuter. Donc je dis tout à fait sincèrement qu'il s'agit d'un bon principe. Faut pas dire tu. C'est-à-dire qu'il ne faut pas impliquer le groupe ou l'interlocuteur dans une position de conscience qui ne doit engager que moi. Mon fils était encore enfant lorsqu'il m'a fait remarquer qu'il n'aimait pas que je dise « nous » lorsque je parlais de mes propres positions religieuses, notamment typiques de la dénomination à laquelle je me rattachais, ou je me rattache, et au sujet desquelles sa sœur et lui n'avaient pas encore pris position. Et du coup, c'était bien vu. Autre maxime que je nous assène, des fois de façon très très maladroite, pardon, et qui peut mettre mal à l'aise, tu te poses en victime. Peut-être que vous l'entendez souvent, ça, ou que vous l'avez déjà entendu, que vous êtes demandé pourquoi vous disiez ça. Alors c'est effectivement une remarque que l'on entend souvent. Alors le mois dernier, j'ai, dans le cadre privé, eu une discussion avec un professionnel de la communication d'entreprise, et j'ai raconté une anecdote tout à fait désagréable. Il y a de cela 2 ans, une inspectrice académique m'a reproché mon surpoids, et m'a immédiatement, dès le début de l'entretien que j'ai eu avec elle, suite à l'heure de cours, donc une inspection académique, vous avez une heure de cours avec l'inspecteur académique, et l'heure qui suit, vous avez un entretien avec cette personne, immédiatement la personne me dit eh bien monsieur, quand vous êtes rentré dans la salle, si j'avais été une élève, je me serais caché sous la table. Savez-vous pourquoi? Alors je réponds à la dame, mais à cause de mon obésité, madame, je suppose. C'était encore le cas, hein, je suis passé sous la barre il y a quelques temps, mais c'est vrai que je suis toujours en surpoids, à l'époque je l'étais d'autant plus. Ah mais j'ai pas dit ça, monsieur. Je dis, mais moi je le dis. Elle préférait parler de ma carrure ou de mon gabarit. N'empêche que cette dame, avant même que j'entre en relation avec mes élèves, manifestement, elle a eu peur de moi. Et du coup, par la suite, elle me dit, à ce moment-là, j'aurais eu envie de me cacher sous la table. Ce qui n'engage qu'elle. Je raconte simplement cette anecdote.
Et là, le professionnel de la communication me pose cette question: peux-tu me dire quelle est la posture que tu prends en ce moment? Donc on notera aussi, et ça c'est fréquent chez les personnes qui pratiquent, ou qui croient bon de pratiquer sans que vous leur demandiez les techniques de communication, et voilà, c'est le jeu de devinette, la posture très paternaliste. Alors j'entre dans le jeu et je réponds: je suppose que selon toi je me pose en victime. Donc bingo, c'est précisément là qu'il voulait en venir. Donc en réalité, ce n'était qu'une anecdote. Ce que j'ai raconté, c'était dans la conversation. Hein. Je parlais simplement, voilà, des gens qui plaquent leur propre peur sur les autres. Et donc je ne me suis pas posé en victime par rapport à cette histoire, dans la mesure où il n'y a eu aucune conséquence de ça, des propos et de la peur que j'inspire à cette inspectrice n'ont eu aucune conséquence sur ma carrière, ma note administrative ou que sais-je. Mais il fallait quand même que ce monsieur place le cliché. Tu te poses en victime. Ce soir-là, il ne l'avait pas encore placé. Alors certaines personnes mal intentionnées aussi utilisent ce cliché: tu te poses en victime, pour empêcher leur victime de parler. C'est-à-dire qu'on maltraite quelqu'un, on le place dans une situation de victime, on le rend victime, et on lui reproche ensuite de se poser en victime, de façon à le faire taire. Alors c'est pas le cas de ce monsieur en particulier, mais ça peut aller jusque-là parfois. Alors, comme je disais, quand je relate mes aventures avec cette inspectrice pédagogique, je ne me pose pas en victime, je n'ai pas été victime de cette personne, mais ceci dit, il m'arrive de me poser en victime, quand je le suis. Il nous arrive d'être traité de façon indigne, avec hostilité, avec violence verbale ou physique, avec injustice, et on peut être victime et le dire, même lorsqu'on représente, et ça on y reviendra au fil des vidéos, sur le fait que parfois on représente symboliquement l'archétype de celui qui n'a pas le droit de se plaindre, l'archétype de celui qui est censé être en tout point en position de force, un homme autochtone, en bonne santé, doté d'une position sociale enviable, ayant eu la chance de faire des études, inséré socialement, de plus doté d'une solide carrure et d'un caractère très assuré. Ce genre de personne n'a absolument pas le droit de se poser en victime, mais du coup, quand il est victime, on ne le prend pas au sérieux, et généralement on ne lui donne pas ce droit, on ne lui accorde pas, on ne lui reconnaît pas ce droit de se poser en victime ou d'être victime. Et pourtant, oui, moi, quand je suis victime, je le dis. Donc je me pose en victime. Et quand vous êtes victime, chers auditeurs, eh bien je vous conseille de vous poser en victime. Posez-vous en victime si vous l'êtes. Alors je parlais de Socrate tout à l'heure, je cite souvent un autre philosophe grec, plus ancien, un tout petit peu plus ancien, Parménide, qui a dit cette phrase toute simple: ce qui est, ce qui n'est pas, n'est pas. Alors ça semble d'une logique un peu bébête, mais c'est bon de le dire. Jésus lui-même nous dit que votre oui soit oui, que votre non soit non. La réalité ne doit nous faire ni peur ni honte. Je n'ai pas à culpabiliser parce que je suis victime, ni parce que je le dis. Ceux qui doivent culpabiliser et se repentir devant Dieu sont ceux qui me rendent victime par leur hostilité et leur méchanceté, et ceux qui voudraient me faire subir une double peine en prétendant m'empêcher de parler, de me pencher, en m'empêchant de trouver du secours, en prétendant m'empêcher de trouver du secours. Ceux qui pourraient m'aider aussi, au moins en m'écoutant, et qui refusent de le faire. Donc méditons ce verset de l'épître de Jacques: si quelqu'un sait faire le bien et ne le fait pas, il commet un péché, une faute morale. Si nous avons l'occasion d'écouter, de conseiller, d'aimer quelqu'un qui nous fait part d'une méchanceté dont il a été victime, faisons-le. Gardons-nous bien de lui reprocher de se poser en victime. Au contraire, félicitons-le. Alors ça me rappelle une conversation que j'ai eue il y a 30 ans. Donc à une trentaine d'années, effectivement, en 1988, je me suis installé pour une année d'études à Dublin, en Irlande, et j'ai été accueilli par une jeune femme qui devait avoir à l'époque une petite trentaine d'années, qui s'appelait Olivia, et qui était secrétaire de l'assemblée évangélique à laquelle je me suis joint, et qui devait avoir, donc disais-je, une petite trentaine d'années. Elle m'a raconté une mésaventure pendant l'entretien que j'ai eu pour mon accueil dans l'assemblée, et elle m'a raconté une mésaventure. Donc son appartement avait été cambriolé quelques jours ou quelques semaines plus tôt. Elle était issue d'une famille, pour ceux qui connaissent l'Irlande, une famille anglo-irlandaise aisée.
Et elle a eu du mal à faire comprendre sa souffrance aux gens de notre assemblée, qui dans leur grande majorité étaient plutôt des gens fauchés. Alors elle entendait beaucoup des répliques très gentilles, du style « Ce n'est pas grave, tu pourras racheter tout ce dont tu as besoin ». Alors certes, Olivia avait racheté très rapidement tout ce dont elle avait besoin, tout ce qui manquait dans son appartement de jeune travailleuse, pleine aux as, sauf les photos de famille, ses vieux livres et les souvenirs de sa grand-mère décédée 2 ans plus tôt. Donc le sentiment d'insécurité, d'avoir été agressé dans son intimité, non plus, n'avait pas pu être compensé par son argent. Et j'entends encore Olivia me confier à quel point elle aurait voulu qu'on lui dise « Mais Olivia, c'est horrible ce qui t'est arrivé. Hein. » En tout cas, moi ça m'a servi de leçon parce que cela fait 30 ans que lorsque j'entends quelqu'un qui me raconte ses malheurs, je lui confirme à quel point ce qu'il me raconte est horrible. Je vous garantis que personne ne m'a jamais reproché ma franchise. Bien au contraire. Aujourd'hui même, j'étais à un enterrement. Des gens ont perdu une maman, une grand-mère, qui devait avoir dans les 90 ans. On va pas leur dire, ce genre de phrases comme la vie continue, les gens le savent que la vie continue, c'est pas le problème. Le problème, c'est qu'ils ont perdu leur mère. Quelque part, les paroles que moi j'ai tendance à avoir depuis cet entretien avec Olivia, quand les gens sont dans le deuil, c'est de reconnaître, de dire c'est terrible, je comprends votre peine, je connaissais votre maman et c'est vrai qu'elle laisse un grand vide. C'est vrai qu'elle était très gentille, cette dame en l'occurrence. On dirait presque, on va pas dire à quelqu'un qui a perdu sa mère, sa grand-mère, quelque chose comme qui va ressembler à c'est pas grave finalement. Oh elle était très âgée, hein. Elle en a bien profité, elle a bien vécu. Certes, elle a été entourée pendant toute sa vie, elle a resté relativement alerte pratiquement jusqu'à la fin. C'est terrible, ils ont perdu leur mère ces gens-là. Et donc du coup, je pense que là pour le coup ils ne sont pas victimes, c'est une dame qui est morte de sa belle mort, mais quand quelqu'un vit un malheur à cause de quelqu'un d'autre, oui, il se pose en victime parce qu'il est victime, parce que ce qu'il vit est horrible. Voilà. Moi personnellement, en tout cas, je le dis, personne ne m'a jamais reproché ma franchise, et bien au contraire. Et lorsque quelqu'un nous raconte ses malheurs, félicitons-le d'avoir le courage d'en parler, remercions-le de la confiance qu'il nous fait, et confirmons-lui que ce qu'il nous raconte est horrible. Et si cela est dans nos cordes, eh bien aidons-le, et en tout cas, aimons-le. Alors j'ai eu l'occasion de discuter avec une dame qui était à l'époque responsable de la cellule anti-harcèlement, donc anti-harcèlement scolaire, bien sûr, au rectorat de Grenoble. Et cette dame m'a dit à quel point il est important de donner aux victimes de harcèlement scolaire leur statut de victime. Dire que vous êtes victime, et les reconnaître comme tel, les accompagner comme tel. Et que leur statut de victime soit reconnu comme tel dans l'établissement où ils vivent leur scolarité. Ayant été moi-même victime de harcèlement scolaire pendant 7 interminables années, de 8 à 15 ans, je peux vous dire que ce qui m'a beaucoup aidé pendant toutes ces années, outre la conviction que Dieu me réservait des lendemains meilleurs, ainsi que le plaisir que j'avais tout de même d'aller à l'école parce que j'étais avide d'apprendre, donc ce qui m'a beaucoup aidé, c'est le fait que je me reconnaissais moi-même comme victime. J'ai pas besoin qu'on me le dise. On me l'aurait dit, ça m'aurait aidé d'autant plus, mais tout ça, ça se passait quand même un peu, à la maison, on n'était pas forcément conscient de ce que je vivais, et ce que je vivais, en tout cas à la fin de cette période-là, ce que je vivais à la maison était guère mieux. Donc du coup, en tout cas, dans mon être intérieur, il y en avait un qui me reconnaissait comme victime, c'était moi-même. Et ça m'a beaucoup aidé. Pas un seul instant, je n'ai pensé être coupable ou même responsable de quoi que ce fût. Je me suis, dans cette situation de harcèlement scolaire, d'emblée posé en victime, et j'ai eu bien raison. C'est une des raisons, des raisons qui font que je m'en suis sorti. Enfin, je m'en suis sorti sans prendre l'école en grippe, et la preuve, je suis toujours prof, donc j'en ai pris pratiquement pour perpète, et puis sans sombrer non plus dans le désespoir. Et ça, c'est aussi la grâce de Dieu. Et encore une fois, il faut remettre les propos entendus en formation dans leur contexte. Les formateurs en communication mettent souvent en garde leurs stagiaires contre la proportion de certains à manipuler leur entourage en se posant en victime perpétuelle. Genre de situation, genre de phrase qu'on entend ou d'attitude qu'on connaît. Je suis une pauvre petite chose qui a besoin d'aide H24 et 365 jours par an, sans oublier le 29 février.
Je ne peux pas m'en sortir seul, au secours, aide-moi, mets-toi à ma disposition. Alors ça, c'est autre chose, hein. La victimisation chronique peut en effet être une technique manipulatoire et parfois même une technique fort surprenante de séduction. Bizarrement, il y a peut-être des gens avec qui ça marche, je sais pas. Alors, autre maxime, autre ritournelle, autre phrase toute faite que l'on emploie souvent et que l'on entend souvent, c'est « ça te renvoie à quoi ?» Peut-être moins fréquente celle-là, moi je l'ai beaucoup entendue, mais elle est peut-être moins fréquente que tu te poses en victime, etc. Ça te renvoie à quoi? Alors, au début des années 2000, j'ai hébergé plusieurs mois un homme qui était en formation pour devenir à son tour formateur expert, la méthode élaborée par Jacques Salomé. Selon cet auteur, et Jacques Salomé, lorsque nous sommes saisis par un débordement émotionnel, c'est que l'événement qui a provoqué ce débordement nous renvoie à quelque chose de personnel. Une peur, un traumatisme, une frustration, etc., qui sont titillés. Donc une émotion là, un petit quelque chose personnel qui serait titillé de façon douloureuse par un événement. Alors à cette époque, je travaillais dans un établissement difficile et j'avais des difficultés familiales, des difficultés financières. Je vivais dans un quartier où la seule attraction, où la seule distraction était de regarder les voitures flambées par la baie vitrée du salon. Heureusement, c'est là une ornière dont je suis sorti rapidement. Toujours est-il que lorsque cet homme vivait sous mon toit, je lui racontais parfois mes aventures et ce qui se passait dans l'établissement difficile où je travaillais, notamment en rentrant le soir en rentrant du travail. Et sa réponse était systématiquement, ça a duré 8 mois, et ça te renvoie à quoi? Alors un jour je suis rentré du boulot et j'ai confié à ce monsieur que ce que je venais d'apprendre. Donc la direction de l'établissement avait été informée par les services sociaux que l'une de nos élèves que j'avais en cours moi-même, âgée de 16 ans, se prostituait. Et c'est la raison pour laquelle elle était si souvent absente. Donc j'arrive un peu anéanti, j'ai trouvé ça horrible cette histoire. J'arrive et j'en parle à ce locataire qui était donc mon coloc pour quelques mois. Et la réponse évidemment, et ça te renvoie à quoi? Mais à rien! À rien! Ça ne me renvoie à rien. Une gamine de 16 ans qui fait le tapin, passez-moi l'expression, mais ça ne me renvoie à rien de personnel. Je n'ai jamais été confronté à la prostitution de quelque manière que ce soit. Aucune de mes proches ne s'est jamais prostitué, je n'ai jamais été client de la prostitution, et je n'ai jamais non plus fait le commerce de mes charmes. J'ai été anéanti par la nouvelle parce que c'était horrible pour cette gosse. L'idée quand même derrière cette boutade, ça te renvoie à quoi? C'est que la compassion n'existe pas. D'après ce point de vue, si je suis triste d'apprendre une nouvelle tragique concernant autrui, ce serait uniquement parce que cela me ferait peur pour moi-même. Si je suis triste d'apprendre la mort d'un enfant, c'est parce que j'aurais peur de perdre mon propre enfant. Mais alors à quelqu'un qui perd son enfant, faudrait-il demander ça te renvoie à quoi, suggérant ainsi que ses larmes seraient dues uniquement à sa propre peur de mourir. Certains croient ces choses. Il y a des gens qui croient que quand on a de la pitié pour les autres ou de la compassion, en réalité la compassion n'existe pas, on se plaint soi-même. C'est très fréquent quand on discute avec les gens ou dans certaines lectures. Moi je ne crois pas ça. La foi chrétienne nous demande d'aimer parce que l'amour, la compassion et l'altruisme, ça existe. Sinon, ça ne nous serait pas demandé. Quand on parle de communication, eh bien communiquons. Notre interlocuteur n'a ni envie ni besoin de nous entendre répondre systématiquement par la même ritournelle, que ce soit ça te renvoie à quoi ou autre chose. De plus, même à supposer que ces larmes de compassion, que les larmes de compassion de mon interlocuteur sont véritablement dues à une peur personnelle, ou encore que ces difficultés à faire face à un accident de la vie sont dues à un traumatisme de l'enfance ou à la peur de l'avenir, eh bien en quoi cela me regarde-t-il? Le fait est qu'il pleure, il a besoin d'être écouté, accompagné dans sa tristesse, et certainement pas de se heurter à un mur et ou être renvoyé à je ne sais quelle culpabilité. Alors, autre chose également, une autre ritournelle fréquente, une phrase toute faite fréquente, dans le milieu de la communication interpersonnelle, je t'invite à, 3 points de suspension. Le même formateur expert utilisait souvent cette amorce lorsqu'il lui semblait opportun de me conseiller ou qu'il voulait me faire agir. En effet, il est bon de prendre des gants en pareil cas, quand on conseille ou qu'on veut faire agir quelqu'un. Plutôt que de dire « va ranger ta chambre et que ça saute » à votre enfant, peut-être serait-il plus aimant et plus efficace de lui dire, peut-être pas mot à mot,
peut-être pas mot pour mot, je t'invite à aller ranger ta chambre, mais de trouver une formule comme ta chambre est en désordre, j'aimerais que tu ailles la ranger. Enfin, ceci dit, au bout de la 6e fois, si les formules les plus affables n'ont pas été suivies des faits, sans doute en viendriez-vous tout naturellement et de façon tout à fait légitime à des injonctions plus coercitives. Moi, j'avais trouvé le truc avec mes enfants, je leur demandais les choses une fois ou deux en français, et quand vraiment j'étais agacé parce que ça n'avait pas été suivi des faits, je leur disais la chose en anglais. Vous pouvez, enfin, c'est un truc de papa, de père de famille, un conseil. Vous pouvez éventuellement essayer chez vous, si vous avez des enfants, en anglais ou dans toute autre langue, c'est-à-dire passer d'une langue à l'autre et ils savent que après, va ranger ta chambre s'il te plaît mon chéri. Mon chéri s'il te plaît, va ranger ta chambre. Go and tidy your room, honey. Vous voyez ce que je veux dire? Là, la 3e fois, tout en étant très gentil, avec des petits mots sympas, chez moi ça marchait, ça marchera peut-être chez vous. Donc du coup, ou bien des fois il faut mettre les points sur les i avec des formules peut-être moins aimables. Donc voilà, je t'invite à jusqu'à un certain point. Alors pour appliquer le principe de l'invitation à l'action, il n'est pas nécessaire, il n'est pas souhaitable d'utiliser des formules stéréotypées. À chacun de voir comment s'y prendre pour adapter l'invitation aux circonstances, mais évitons à notre conjoint, à notre colocataire, à nos enfants, à nos collègues, à nos employés ou à nos élèves les rengaines qui deviennent vite insupportables. Je t'invite à faire la vaisselle à ton tour. Je t'invite à payer ta part de loyer. Je t'invite à ranger ta chambre. Je t'invite à me donner un coup de main sur ce projet. Je vous invite à passer dans mon bureau pour discussion urgente à 16h. Je vous invite à faire l'exercice 6, page 34. D'ailleurs, pour ce dernier exemple, il faut bien dire que la formule serait un peu hypocrite. Moi, je n'invite pas mes élèves à faire tel ou tel exercice. Ce n'est pas une option, c'est pas un choix. Enfin, ça peut l'être, mais en général, c'est voilà. Vous prenez vos livres, vous faites l'exercice temps, page temps. Parce que c'est ce que j'ai prévu de faire, parce que c'est comme ça que nous allons progresser dans la séquence. Alors cela dit, je prends toujours des gants quand même. Ouvrez vos livres, page 34, et faites l'exercice 6, s'il vous plaît. Alors, le tout en anglais, en tant que prof d'anglais, encore une fois. Mais là, c'est pas pour être plus vif, hein, ce n'est pas pour la même raison que pour mes enfants. Si je parle anglais à mes élèves, je parlais aussi anglais à mes enfants, pour des raisons beaucoup plus sympathiques, hein. C'était pas simplement pour répéter les injonctions. Enfin bref, je reviens sur ce que je disais à l'instant. Ouvrez vos livres, page 34, et faites l'exercice 6, s'il vous plaît. Ça change tout. Les élèves, les jeunes, sont très sensibles aux mots magiques, au respect qu'on leur porte. Puisqu'on exige le respect, c'est bien aussi de les respecter de la même manière. Il existe aussi des situations d'urgence où l'injonction doit être ferme. Face à quelqu'un qui maltraite vos enfants ou qui vous maltraite de façon particulièrement violente, il n'est bien sûr pas question de réagir par des invitations mielleuses. Je t'invite à cesser de me harceler sexuellement. Je t'invite à cesser de maltraiter mes enfants. Je t'invite à cesser de m'exploiter financièrement. Voilà, que ce soit je t'invite à ou autre tournure mielleuse, encore une fois. Voilà qui n'aurait pas beaucoup de sens. De même que si votre meilleur ami met sa propre vie en danger par une attitude autodestructrice ou dangereuse pour les autres, comme conduire à tombeau ouvert, boire plus que de raison ou fumer comme un pompier, fumer comme un pompier, les pompiers risquent de pas apprécier, fumer comme un dragon, je me souviens, on disait ça quand j'étais gamin aux Antilles, c'est peut-être plus sympa. Donc, si votre meilleur ami fume comme un dragon, mettant sa santé et celle des gens qui l'entourent en péril, eh bien peut-être parfois vaudra-t-il mieux avoir recours à une certaine fermeté, tout en étant gentil et prévenant. Vous voyez, c'est pas avec des formules toutes faites qu'on va trouver les mots de façon la plus efficace et de la façon la plus adéquate. L'invitation polie peut aussi être une technique de manipulation. Inviter à longueur de temps son interlocuteur, même en variant les formules, à agir à ma propre guise, ça n'a plus grand-chose à voir avec une façon de communiquer qui soit à la fois non violente et respectueuse de sa liberté et de sa dignité. Alors, autre chose que l'on entend maintenant souvent, notamment dans le milieu du travail, c'est aussi des choses qui me sont rapportées, c'est la phrase suivante: « Pourquoi tu prends ça pour toi ?» Ça, c'est une référence aux accords de Toltec. Miguel Ruiz enseigne qu'il ne faut pas systématiquement prendre pour soi les attaques dont on est victime.
C'est là un conseil fort avisé, adressé aux gens susceptibles. Je peux être confronté à une négligence de la part d'autrui ou à un incident fortuit. Je ne suis pas forcément visé à titre personnel, même si je subis les conséquences. Et dans le cadre professionnel, certains formateurs, se basant sur les accords Toltec, enseignent aux commerçants qui font face à l'agressivité de certains clients que ce n'est pas en tant que personne qu'ils sont visés, mais que le client agressif s'en prend au grand capital, par exemple, ou qu'il exprime une blessure due à des difficultés financières. Un prof s'entendra dire que ses élèves incivils, voire violents, ne s'en prennent pas à lui, mais à l'institution. Certes, cela peut être rassurant, permettre à la victime d'agression verbale ou physique de ne pas être remise en question en tant que personne. Et les enseignants font parfois l'expérience de rencontrer hors contexte des élèves qui leur sautent au cou avec un grand sourire, alors qu'en cours ils s'avèrent agressifs et hostiles. En ville, ça m'est arrivé tout récemment de façon très touchante. Alors, en ville, on rencontre l'homme ou la femme. En cours, on a affaire au prof, représentant de l'institution, et il y a donc du vrai dans cette façon de voir et de dire les choses, je crois. Hein. Pourquoi tu prends ça pour toi? C'est pas forcément toi qui es visé en tant que personne. Ceci dit, il y a 2 mois de cela, en décembre 2018, des policiers ont été visés par des jets d'acide et d'acétone durant une manifestation à l'Arc de Triomphe à Paris. On ira leur expliquer qu'ils n'étaient pas visés personnellement. La différence entre la personne et le représentant de l'institution est parfois peu claire. Tu es une personne qui a choisi d'entrer dans l'institution, prends ça dans la figure. Idem pour ce technicien de 52 ans dont la main a été arrachée quelques jours plus tôt. On ira lui expliquer qu'il n'était pas visé personnellement par la grenade GLI F4 lancée dans la foule. Il a quand même perdu une main dans l'histoire. Voilà. Pas visé, monsieur. Voilà. Pourquoi est-ce que tu prends ça pour toi? Je prends ça pour toi parce que c'est à moi que ça a été envoyé. Voilà pourquoi. C'est à moi que c'est adressé. Hein. On le voit, cette boutade n'a pas toujours de sens. Si je reçois un coup de poing, au sens propre ou au sens figuré, et que je m'entends dire mais pourquoi tu le prends pour toi? La formule vient un peu comme un cheveu sur la soupe. On ne peut pas dire ça tout le temps. Cet accord Toltec, ne pas prendre les choses pour soi, ne peut pas être appliqué dans toutes les situations où on se prend quelque chose sur soi, quoi. Il y a quelques mois de cela, j'ai été de la part du professionnel de la communication d'entreprise auquel je faisais référence un peu plus tôt, avec qui j'ai dîné le mois dernier. Donc quelques mois auparavant, j'ai été victime de sa part, et là je me pose en victime, d'une attaque en règle sur le mode de la dérision ad hominem. Donc c'était sous prétexte d'humour, hein, on y reviendra. Alors je lui ai fait le reproche par la suite, le priant de ne pas recommencer, je crois l'avoir fait très gentiment et très poliment surtout. Et j'ai eu le droit à la réplique préformatée, mais pourquoi tu le prends pour toi? Alors ma réponse a été très claire, mais je le prends pour moi parce que c'est à moi que tu as adressé publiquement des propos irrespectueux et inappropriés, et tu as même prononcé mon nom. Donc je prends pour moi ce qui m'est adressé. Donc voilà, il y a des choses qu'on ne doit pas prendre pour soi, d'autres qui manifestement nous sont adressées ad hominem, parce que nous sommes qui nous sommes, et elles nous sont envoyées, nous les recevons. Tu as besoin de signes de reconnaissance positive, c'est aussi une maxime qu'on entend souvent, une redite. Et oui, Eric Berne avait raison, nous avons tous besoin de signes de reconnaissance positive. Je n'ai pas besoin qu'on me dise que j'ai besoin de signes de reconnaissance positive. J'ai besoin qu'on me donne des signes de reconnaissance positive. D'affection. Hein, j'ai besoin qu'on me donne des signes d'affection, de gentillesse. Alors, j'ai récemment fait parce que c'est pas que moi, hein, je crois qu'on est tous comme ça. J'ai récemment fait la connaissance d'un gars un peu plus jeune que moi, je ne sais même pas s'il en est conscient d'ailleurs, parce que je crois que c'est très naturel chez lui, s'avère être un champion des signes de reconnaissance positive. Il s'intéresse à ce qu'on lui raconte et le retient. Il parle beaucoup, mais il sait aussi laisser de la place nécessaire au grand bavard que je suis. Il est souriant de façon très naturelle, ça se voit hein, d'ailleurs de la façon dont tous les muscles de son visage se plissent quand il sourit, alors qu'un sourire forcé, un sourire politique, n'affecte que le bas du visage, ça c'est très clair. Ce jeune homme, ce monsieur, regarde son interlocuteur droit dans les yeux, sans le dévisager non plus, et j'ai pu constater qu'il se comporte de la même manière avec sa femme et ses enfants. Il se tient proche de son interlocuteur, sans être envahissant, il lui fait sentir qu'il existe. Nous nous voyons peu, mais c'est toujours avec plaisir, parce que toute son attitude à mon égard est un signe de reconnaissance positive.
Je parle de cet homme parce que je l'ai rencontré il y a peu, mais je pourrais parler en des termes analogues. Bon, enfin, je l'ai rencontré il y a peu, donc tout beau, tout nouveau, je suis content d'en parler. Mais je pourrais en parler en termes analogues de gens que je connais depuis beaucoup plus longtemps, des amis que je vois plus ou moins régulièrement, et qui, à l'occasion, savent me dire qu'ils m'apprécient, sans hypocrisie. On le sent que c'est sans calcul, c'est très gentiment, sans flatterie et sans lourdeur. Une amie dernièrement rappelait à d'autres amis les circonstances dans lesquelles elle avait fait ma connaissance et m'avait trouvé sympathique. Et du coup, une amitié euh, dure, dure depuis très longtemps avec cette dame qui vient fréquemment dîner chez moi avec d'autres amis et chez qui je vais dîner demain midi. Mais ça m'a vraiment fait plaisir quand elle a très très gentiment rappelé les circonstances de notre première rencontre et ce qui lui avait plu dans ma façon d'être. C'est sympa, c'est normal d'apprécier ces choses-là. Et j'essaye d'en faire autant. Moi, pour le coup, peut-être que par pudeur, j'ai peut-être du mal à dire aux gens, ouais, j'aime bien, enfin, j'ai peut-être du mal à le faire, mais voilà, il y a des fois où le débordement affectif fait qu'on dit à quelqu'un, ben voilà, j'apprécie ce que tu es, j'aime bien passer du temps avec toi. Oui, je suis capable de le dire, de le montrer, c'est sûr, de montrer de l'intérêt aux gens, mais également de le verbaliser, de le dire. Ça, c'est aussi important. Tout ceci pour dire que nous avons tous besoin de signes de reconnaissance positive, encore une fois, sans hypocrisie, sans calcul, sans flatterie et sans lourdeur. Hein. Voilà, les signes de reconnaissance positive sont une demande légitime. Il est bon qu'un parent dise à ses enfants ce qu'ils font de bien, idem de la part d'un hiérarque au niveau professionnel, quelqu'un qui est dans la hiérarchie professionnelle, à l'égard de ses subordonnés, il est bon qu'il dise quand le travail est bien fait. Dans le cadre sportif, également. Alors même sans être, même quand on est soi-même en position d'autorité, comme un prof aime bien qu'un élève lui dise avec toute la candeur de mes jeunes élèves par exemple, mais monsieur, j'aime trop l'anglais, parce que j'aime trop venir en cours avec vous. Ceux qui n'aiment pas, peut-être qu'ils le disent pas pour le coup, mais oui, ils le disent moins. Ils vous font sentir de toute façon. Mais je veux dire, c'est pas, je sais pas que c'est flatteur. Ça fait plaisir. On se dit qu'on sert à quelque chose et qu'on vole pas notre argent, quoi. En tant que salarié ou que touchant un traitement d'État. Donc voilà, on se dit voilà, on a comme ça la confirmation qu'on a notre place dans le cadre professionnel, dans le cadre amical, dans le cadre associatif. Dans le cadre sportif, c'est important aussi. Voilà. Et puis entre pairs, c'est-à-dire d'égal pair, P-A-I-R-S, d'égal à égal aussi. Il est bon de s'envoyer des signes de reconnaissance positive et, comme je le disais, de dire à un ami qu'on aime sa façon de faire, sa façon d'être, sans flatterie, mais dire à quelqu'un j'aimerais qu'on se voit, ça me fait plaisir quand tu m'appelles, c'est super ce que tu as fait là. Ah, ça, pour le coup, ça je suis capable de le dire, j'arrive, j'ai pas de fausse pudeur là-dessus. Parce que je disais tout à l'heure que j'avais du mal. C'est des petites choses que je peux dire à un ami, hein. De dire voilà, ça me fait plaisir d'avoir tes nouvelles, ou d'en prendre tout simplement. Tout ça sont des signes de reconnaissance positive légitimes. Et je crois que c'est là ce que voulait en fait, c'est sûrement là que voulait en venir Eric Berne. Eric Berne n'a jamais prescrit de dire aux autres, tu as besoin de signes de reconnaissance positive. Donc c'est une ritournelle qui, à mon sens, devrait être abandonnée. Ou bien alors, non pas... à la limite, on peut dire à quelqu'un, voilà, tu vis dans des situations où tu n'as pas de signe de reconnaissance positive, encourage ton conjoint à t'en donner, par exemple. Ou bien, voilà, ça peut être, on peut dire à quelqu'un, oui, je comprends que tu vives des choses difficiles au travail parce qu'on ne te donne pas de signe de reconnaissance positive alors que tu en aurais besoin. Mais bien dire à la personne aussi dans ces cas-là, tu as besoin de signes de reconnaissance positive parce que tu es un être humain et que tous les êtres humains ont besoin de signes de reconnaissance positive. Pas pointer la personne comme si effectivement elle avait une espèce de faiblesse et qu'elle avait besoin d'être flattée. Voilà, c'est vraiment aussi dans la façon de dire les choses. Et on n'est pas obligé de le dire non plus à tout bout de champ. Fin janvier, j'ai reçu de la part, alors je reviens toujours sur ce même thème, hein, fin janvier, donc il y a un mois de ça, j'ai reçu de la part d'un ami qui vit en région parisienne, donc moi je vis voilà, à quelques centaines de kilomètres de là, dans le nord de l'Isère, donc je l'ai pas vu physiquement depuis des années. Physiquement, parce qu'on s'est vu par Skype une fois ou deux entre temps, c'est quand même pas la même chose. Donc j'ai reçu de sa part une lettre, longue lettre écrite à la main, qu'il avait écrite pour mes 50 ans, ainsi qu'un cadeau, sachant que j'ai eu 50 ans en mai 2017. Et je reçois sa lettre donc en janvier 2019.
Donc l'artiste avait oublié de poster le tout. Du coup, une seconde lettre complétait la première, donc j'avais un gros paquet de lettres. Donc la deuxième a été écrite in extremis pour me souhaiter une bonne année 2019. Elle est arrivée fin janvier. Donc au fil des pages, mon ami me racontait les événements saillants des 3 dernières années de sa vie, mais il s'enquérait aussi de la mienne, me demandant à quel point, me rappelant à quel point notre amitié et ma personne lui sont chères, le tout, bien sûr, en prenant une pudeur masculine de bonne aloi. J'en étais vraiment très touché et très heureux, non pas par orgueil ou du fait d'un narcissisme mal placé, mais tout simplement parce que je suis un être humain qui a besoin que lui soit confirmée son appartenance à ce vaste groupe qu'est l'humanité, par des signes d'affection. Un peu comme dans l'entreprise ou dans un corps de métier, on a besoin que nous soit rappelé qu'on y a notre place. Monsieur, j'aime bien venir en cours avec vous. Voilà. Et après, au niveau de l'humanité, nos amis, les membres de notre famille aussi nous rappellent que nous avons notre place par des signes de reconnaissance et par des signes d'affection. En des termes plus simples et plus spirituels, je dirais que l'être humain a été créé à l'image de Dieu, que Dieu est amour, et que par conséquent, l'être humain a besoin d'aimer et d'être aimé. Ce besoin d'amour est inhérent à ce que nous sommes en tant que personne humaine. Alors le danger de l'orgueil existe bien sûr. Soyons sensibles aux manifestations d'amour et d'amitié, mais dans le souci de rendre l'appareil à ceux qui nous aiment, pas pour que notre ego en soit flatté. L'orgueil guette aussi celui qui va prendre en dérision nos besoins de signes de reconnaissance positive, qui va nous lancer la boutade dès que l'occasion s'en présentera. Bon, toi, tu as besoin de signes de reconnaissance positive, comme si ce n'était pas son cas. Lorsque l'analyse transactionnelle me parle de signes de reconnaissance positive, il ne s'agit pas uniquement des autres, il s'agit aussi de moi, mais de moi peut-être en premier lieu. N'utilisons pas les outils de communication pour nous poser en maître. Ces outils commencent par nous dévoiler nos propres besoins, nos propres faiblesses. Encore une boutade, encore une redite, une phrase toute faite qu'on nous balance dans le cadre du développement personnel et de la communication. Vous connaissez sans doute des gens qui vous disent souvent ça. Oui, mais ça, c'est des croyances. Alors c'est là une tirade typique des adeptes du New Age, pour qui il ne faut pas croire mais expérimenter. Si vous êtes connecté à l'univers, vous n'avez plus besoin de croire, vous savez. Cela peut aussi avoir un rapport avec l'analyse transactionnelle où l'on trouve une mise en garde contre les jugements dus à une perception subjective et erronée de la réalité. Dans l'analyse transactionnelle, on vous dit effectivement attention à la perception subjective qui va vous tromper. Et là encore, j'ai envie de répondre, ben oui, et c'est quoi le problème si j'ai des croyances? Certes, nous avons tous des croyances. La personne qui nous a asséné cette maxime, comme les autres, elle a aussi ses croyances. Même celle qui vous reproche, la personne qui vous reproche d'en avoir. Je crois que la bataille de Marignan a eu lieu en 1515, parce que c'est ce que disent les historiens, et qu'ils sont forts d'un continuum historique, d'écrits qui se recoupent, d'une tradition, c'est-à-dire d'une transmission, qui se poursuit depuis 5 siècles. Je ne vois pas pourquoi ils l'auraient inventé. Je crois que mes parents sont nés à Tunis, tous les deux, alors que je n'en ai aucune preuve. Je ne vois tout simplement pas pourquoi mes grands-parents, ou comment mes grands-parents auraient pu falsifier les actes de naissance de leurs enfants, et pourquoi ils auraient inventé une naissance à Tunis plutôt qu'à Sousse ou à Gabès. Je crois que je suis né à Paris alors que je n'en ai aucun souvenir. Dans le même ordre d'idée, du fait de la transmission des connaissances de génération en génération, et parce que je ne vois pas l'intérêt d'un mensonge généralisé, je crois que la Terre est sphéroïde, figurez-vous. Enfin, elle n'est pas ronde ni parfaitement sphérique, elle ressemble à une sphère, elle est sphéroïde. Je ne crois pas que des milliers de marins, d'explorateurs, de pilotes de ligne, d'astronautes et de géologues mentent pour le plaisir de nous cacher la réalité d'une Terre plate et recouverte d'un dôme ou de petites loupiottes, seraient accrochées en guise d'étoiles, de lune et de soleil, comme on nous le serine à présent sur Internet. Je ne crois pas que Thomas Pesquet, le locataire français de la Station spatiale internationale, soit l'agent d'une conspiration mondiale dirigée par la NASA dans le but de conforter le mythe de la Terre sphéroïde. Je n'ai aucune raison de le croire parce que ce genre de conspiration n'a pas lieu d'être et c'est aberrant. La personne qui nous reproche d'avoir des croyances a selon toute vraisemblance une croyance différente de la vôtre. La Terre plate par exemple, qui est quand même plus difficile à avaler. Autre croyance qu'elle aimerait vous imposer, mais qui mérite sans doute ni plus ni moins que la vôtre d'être passée au crible de la raison et de l'expérience. Donc cette maxime sur les croyances, on l'entend souvent dans le domaine de la santé également.
Il est vrai qu'à certains égards, qu'à cet égard, qu'à l'égard de la santé, nous avons tous des croyances différentes. Certains croient qu'il faut manger de la viande au moins 3 fois par semaine pour ne pas dépérir, parfois même pensent qu'il faut en manger à tous les repas. D'autres personnes croient que l'on vit très bien avec un régime végétarien, voire végétalien. D'autres croient qu'il est bon de se gaver de soja, d'autres croient que cela génère des déséquilibres hormonaux. Faut-il avoir recours au vaccin ou pas, ou bien sélectionner les vaccins, ou encore aller se faire vacciner nos enfants dans un pays qui n'utilise pas les mêmes excipients? Question de croyance. On voit bien que, oui, mais ça c'est une croyance, n'est pas un argument recevable dans la mesure où une croyance en chasse une autre. Alors, autre maxime fréquente, donc tu veux dire que ça c'est la reformulation façon CNV, façon communication non violente. S'assurer que l'on a bien compris les propos de son interlocuteur et lui confirmer qu'on l'a écouté et compris, cela peut être utile. Mais c'est quand c'est systématique que cela devient insupportable. Reformulons, demandons confirmation quand nous pensons que c'est utile pour assurer une communication efficace. Cependant, il faut prendre garde à ne pas lasser nos interlocuteurs avec ce qui pourrait devenir une manie. De plus, cela peut être vexant. Peut-être avons-nous devant nous une personne qui a les pensées très claires et très cohérentes, un discours assez aisé pour que la reformulation soit inutile. Alors, autre phrase toute faite, fréquente, il faut donner du sens à ce que tu fais. C'est là une expression que l'on entend souvent de la part des personnes sensibles aux techniques de développement personnel. Je l'entends dans le contexte professionnel et je l'entendais d'autant plus lorsque je travaillais dans un lycée dont la plupart des élèves avaient des problèmes sociaux, de comportement ou d'apprentissage. Pour ma part, j'ai plutôt tendance à penser que ce que je fais, ce que je fais n'a aucun sens, ben j'ai tort de le faire. Je perds mon temps et je ferais mieux de faire autre chose. Du moins de m'y prendre autrement, quitte à garder les mêmes objectifs. Donner a posteriori du sens à une action qui en elle-même n'en a aucune me semble absurde. Alors j'en reviens donc au contexte professionnel dans lequel je travaillais il y a encore une douzaine d'années, et j'en parlais avant, à cette époque où j'avais notamment une élève qui se prostituait. Alors, à cette époque, je me retrouvais face à de jeunes adultes qui n'avaient aucune envie d'apprendre l'anglais, qui ne faisaient aucun effort, ni en classe, ni en dehors, ni au dehors, et dont j'étais persuadé, donc ils ne faisaient pas leurs devoirs, ils n'apprenaient pas leurs leçons, ils n'avaient aucun intérêt pour cette matière, et j'étais persuadé que leur priorité n'était pas d'apprendre l'anglais, mais de consolider leur pratique du français et d'apprendre un métier. Et je ne pensais pas forcément que ce que je leur faisais, que ce que je voulais leur imposer, allait leur rendre service, même s'ils avaient mordu à l'hameçon. En tout cas, ça leur aurait moins rendu service de parler anglais que de lire, écrire, comprendre et parler le français correctement et d'apprendre un métier, donc disais-je. Alors des collègues me disaient donc parfois, il faut donner du sens à ce que tu fais. Or j'étais et je demeure persuadé que donner des cours d'anglais à des jeunes tels que je viens de les décrire n'a aucun sens. Je suis favorable à un enseignement par module. Il s'avère que je suis favorable à ce qu'un futur boulanger qui réussit son module professionnel et rate son module théorique, eh bien, à ce qu'on lui donne quand même un diplôme qui lui permette de travailler. Donc je suis favorable à un enseignement modulaire, c'est-à-dire un module français, anglais, maths, un module de matière professionnelle, et si on rate le module théorique, on a quand même un diplôme qui permet d'exercer son métier. Que l'on donne aux futurs artisans une formation culturelle, bien sûr, mais que cette formation culturelle n'empêche pas l'accès aux professions pratiques. Or, dans l'état actuel des choses, on rate son CAP de boulangerie, par exemple, si on a des notes catastrophiques aux matières théoriques, même si les notes obtenues dans les matières professionnelles sont correctes. Les matières théoriques empêchent des jeunes qui pourraient devenir des professionnels de talent de valider leurs études. Je suis convaincu que cela n'a aucun sens, et je n'ai pas envie de donner du sens à une situation qui est intrinsèquement en elle-même aberrante et injuste. Donc si ce que je fais n'a pas de sens, autant ne perdre ni temps ni énergie et passer à autre chose. Donc moi j'avais l'impression véritablement, j'avais conscience de participer à un système injuste en donnant des cours d'anglais à des gamins que ma matière allait plomber professionnellement. Donc et pour moi ça n'avait donc aucun sens, il n'était pas question que j'en donne.
En revanche, saisir le sens d'une situation quand il y en a un, mais que j'ai du mal à le discerner, ça c'est autre chose. C'est ce que j'ai fait dans la situation professionnelle où je me trouvais. Je me suis posé la question de savoir si ma présence auprès de ces jeunes avait du sens et si oui, lequel. Leur enseigner l'anglais en tant que tel, non. Ils avaient besoin, en tout cas pour la plupart d'entre eux, d'avoir autour d'eux des adultes à l'écoute, compréhensifs. Et le sens de ma présence était sans doute de leur apporter cette écoute, cette présence. C'est sans doute ce que voulaient dire mes collègues. Et pour ma part, je restais vivement épris de ma vocation professionnelle, être professeur d'anglais. Donc enseigner l'anglais à ses élèves n'avait aucun sens. À la même époque, j'étais aumônier de prison. Les occasions de me mettre à l'écoute d'autrui et de lui offrir une présence ne manquaient pas. Mais dans le domaine professionnel, le sens de ma vocation restait l'enseignement de l'anglais, et ce n'est pas ce que je vivais, ce n'était pas ce que je vivais dans ce contexte. J'ai donc demandé à changer d'établissement. En bref, demandez-moi de saisir le sens de ce que je fais, si le sens existe déjà, mais ne me demandez pas de donner du sens à ce qui n'en a pas. Alors, encore quelques redites, quelques formules. Tu as besoin d'être rassuré. Cette formule n'est pas forcément assénée de façon aussi abrupte et paternaliste, mais on se rend parfois compte que l'on est en face d'un interlocuteur qui essaie de nous rassurer de façon plus subtile, et qu'on se rend compte que telle personne a tendance, tout le temps, quand elle s'adresse à vous, quand elle est en contact avec vous, à être dans une posture rassurante. En tout cas, elle essaye. Je connais quelques-unes comme ça. L'idée au départ est plutôt légitime. Il est vrai que nous sommes tous marqués par des difficultés vécues dans l'enfance, parce qu'il y a aussi cette idée dans cette idée d'être rassuré, c'est qu'il faut rassurer l'enfant intérieur. C'est une idée alors que ce que ça me revienne, c'est pas dans mon script, mais en fait c'est une idée de l'analyse transactionnelle. Voilà, nous sommes tous des enfants blessés à l'intérieur qui ont besoin d'être rassurés, à divers degrés bien sûr. Donc certaines vies d'enfants sont de longs fleuves tranquilles comparées à d'autres, mais aucune enfance n'a été parfaite. Donc nous pouvons aussi avoir été affectés par des épreuves vécues à l'âge adulte, rassurer l'enfant intérieur. Donc c'est un principe de l'analyse transactionnelle, disais-je, mais qui a été aussi repris par la CNV. Donc il est bien sûr très agréable, lorsque nous avons des relations difficiles ou que nous agissons ou parlons de façon peu appropriée, d'avoir affaire à des gens compréhensifs, ouverts au fait que nos erreurs, voire nos fautes morales, peuvent être dues à des souffrances, qui nous et donc il est très agréable aussi que ces personnes, parce qu'elles sont conscientes de ça, nous aident à surmonter nos difficultés et même nos erreurs. Ne serait-ce que par leur écoute, leur accompagnement et leur clémence dans leur réaction et leur réponse. C'est dans cette logique que la spiritualité chrétienne nous enseigne l'amour du prochain, l'amour des ennemis, la grâce et le pardon. Rassurer les gens qui en ont besoin, donc c'est bien. Cependant, une nouvelle fois, prenons garde à ne pas généraliser, à ne pas systématiquement infantiliser notre interlocuteur et à ne pas nous poser en bon père de famille ou en maman. Une personne qui nous fait part d'une situation difficile ou peu agréable a généralement besoin d'être écoutée ou conseillée par un égal, pas par un parent, par un père, P-A-I-R, pas par un père, P-E accent grave, R-E. Une nouvelle fois, l'antidote, c'est l'humilité. Autre maxime, sois zen. Un émotif a souvent l'occasion d'entendre cette injonction lorsque ses émotions se manifestent, s'il montre des signes de panique, de colère ou même d'enthousiasme ou d'une joie qui peut sembler extrême. Il semble que cette invitation à refouler nos émotions vient d'une mauvaise compréhension des spiritualités orientales ou même de la spiritualité monastique catholique. Également, je pense que ça peut venir d'une mauvaise compréhension des propos, par exemple de Marshall Rosenberg, donc de la CNV, les propos selon lesquels il faut dépasser nos émotions pour répliquer, non pas en fonction de notre perception, mais en fonction de nos besoins. Donc il ne faut pas se laisser déborder par l'émotion, mais parler franchement de ce dont on a besoin. Alors dans le langage courant, on dit d'une personne qui garde son calme en toutes circonstances qu'elle est zen, en référence à la méditation zazen,
qui recherche la stabilité psychologique, une immobilité permanente. Celui qui nous demande de rester zen voudrait vous voir, hein. Donc celui qui vous demande de rester zen voudrait vous voir d'une humeur toujours égale, comme le philosophe stoïcien de l'Antiquité grecque, l'esclave Épictète, qui se pâmait pendant que son maître le battait au point de lui casser la jambe. Il faudrait rester assis quand tout s'agite, c'est mot à mot ce que j'ai trouvé sur le site de l'association Zen International branche française, rester assis quand tout s'agite. Il faudrait rester stoïque face à l'adversité, plutôt qu'éprouver des émotions fortes et les manifester. Alors, du point de vue de la spiritualité chrétienne biblique et du point de vue de l'exemple de Jésus, il n'est pas nécessaire de rechercher une stabilité psychique parfaite. Éprouver de la colère n'est pas nécessairement une faute morale. Jésus lui-même a manifesté de fortes émotions. Et là, je vous renvoie au PDF, page 14, où là, vous avez toutes les références bibliques pour ce que je vais dire maintenant. Donc, Jésus lui-même a manifesté colère, indignation, exaspération, tristesse, joie, enthousiasme, etc. Autant d'émotions fortes qu'on le voit éprouver et manifester dans l'Évangile. Au moment d'entrer dans sa passion, c'est-à-dire dans ses souffrances, il a éprouvé une telle angoisse qu'il a transpiré des grumeaux de sang à Gethsémane. Certains voient dans ces grumeaux de sang une crise d'hématidrose, un saignement par les pores de la peau qui a lieu sous l'effet d'un stress extrême. Donc Jésus, ni zen, ni stoïque. Et comme le Christ, mon maître, je veux vivre pleinement mon humanité en remerciant Dieu de m'avoir doté de la capacité d'éprouver des émotions fortes. Autre maxime qu'on entend souvent, il faut lâcher prise. Alors même si les choses ne sont pas dites comme ça, en tout cas le lâcher prise, un néologisme, on en fait comme un nom commun, un lâcher prise, le lâcher prise avec un trait d'union. Ça devient quelque chose dont on en parle beaucoup, hein, le fameux lâcher prise. On en parle dans beaucoup de psy en parlent, beaucoup d'accompagnateurs, de coachs de vie, voilà, d'auteurs, etc. Alors, beaucoup aussi d'entre les vidéospectateurs, ceux qui ont peut-être plus de 30 ou 40 ans, plus de 30 ans, se souviennent de Réglisse, ce groupe de reggae montpelliérain qui chantait en 1993 « Mets de l'huile, petit homme, dans la vie, il faut que ça glisse ». Voilà, c'est pas des paroles très lyriques, mais c'est un peu dans le même idée, mais de l'huile dans la vie, il faut que ça glisse. Et quand, aussi bien maintenant on entend, allez, il faut lâcher prise, à l'époque on entendait souvent les gens, du coup, moi j'habitais dans le Midi en plus, quand quelqu'un avait manifesté un peu des soucis, on lui disait, mets de l'huile. Ça revenait au même. Alors aujourd'hui, on nous dit qu'il faut donc lâcher prise. Cette expression est une traduction, alors c'est pas venu que par hasard, ce lâcher prise. Cette expression donc est une traduction de l'anglais letting go, inaugurée en 1990, donc c'est juste avant Réglisse, par l'auteur américain Guy Finley. Let go en anglais signifie littéralement laisser aller, mais l'expression, je ne peux pas m'empêcher de faire le prof d'anglais, let go of something, signifie en fait laisser tomber, renoncer à quelque chose, d'où la traduction française lâcher prise. Let go of something, c'est lâcher quelque chose en fait, voilà. Donc Guy Finley a aujourd'hui 70 ans, et c'est un auteur qui s'inspire largement d'une lecture mystique, donc inadéquate, des évangiles, mais il s'inspire surtout de la psychanalyse jungienne et des spiritualités orientales telles qu'elles sont perçues en Occident. Et c'est des spiritualités orientales que lui vient l'idée d'intentionnalité des événements dont il parle dans ses écrits, hein, j'ai pu vérifier ça, dans ses écrits, dans ses conférences, hein, l'intentionnalité des événements, c'est ce qui veut dire que tout ce qui nous arrive aurait une raison, un motif, il y aurait une intention derrière tout ce que nous vivons. Et donc nous aurions tort d'avoir peur, il faudrait cesser d'avoir peur, et il faudrait laisser les événements suivre leur cours, en lâchant prise. Nous aurions donc, tort d'avoir peur, quoi qu'il advienne. Alors il existe dans la chrétienté des courants fatalistes assez proches de cela, en disant que de toute façon tout est écrit. Ça existe dans la chrétienté. Le calvinisme strict, par exemple, enseigne, le calvinisme le plus strict, hein, enseigne que Dieu a tout décidé par avance dans un décret antérieur à la création. Certains chrétiens considèrent aussi que Dieu, sans forcément être calviniste, mais certains chrétiens considèrent que Dieu doit tout faire,
que je dois me laisser porter par la foi, et vous connaissez peut-être des chrétiens qui ont pour leitmotiv, qui disent tout le temps, il faut laisser Dieu agir. Et il vous dit ça face à des choix, lorsqu'il faut faire des choix, lorsqu'il faut accomplir des tâches, et même dans la lutte contre le péché, même dans la sanctification, il faudrait laisser Dieu agir. Or, cette conception, il faut laisser Dieu agir, n'est pas biblique. La Bible nous demande de prendre des initiatives. Alors là, le nombre de versets qu'on pourrait citer, et un verset notamment, il me semble avoir déjà cité dans le cadre de ces vidéos, si quelqu'un sait faire le bien et ne le fait pas, il commet une faute morale, il commet un péché. On sait faire le bien, on le fait, on n'a pas à attendre que Dieu nous donne le feu vert, il l'a déjà fait justement par ce verset, Jacques 4, 17. Si on attend une intervention miraculeuse de Dieu pour nous pousser à l'action, Dieu l'a déjà fait, ça y est, ça a eu lieu sous la plume de Jacques. Dieu a inspiré Jacques pour qu'il nous écrive, si quelqu'un sait faire le bien et ne le fait pas, il commet un péché. Et ce verset nous est parvenu, il est, si vous êtes chrétien, sur votre table de nuit. Ou à portée de main en tout cas, ou dans votre smartphone. Donc ça y est, le miracle a eu lieu. Maintenant, levez-vous et allez-y. Par conséquent, lorsqu'il y a des initiatives à prendre, il ne s'agit pas de rester les fesses collées à sa chaise et les bras ballants à attendre que Dieu agisse à notre place en faisant un miracle, mais il s'agit de nous lever, de retrousser les manches et de nous mettre au boulot. Dans l'Évangile, Jésus rappelle à Satan lui-même, Satan qui voudrait nous transformer en larves apathiques, il lui rappelle un enseignement de l'Ancien Testament qui proscrit de mettre Dieu à l'épreuve en exigeant de lui un miracle. Donc on ne doit pas demander à Dieu, fais un miracle maintenant, il n'y a qu'à laisser agir. C'est aussi une façon d'utiliser un certain lâcher-prise. Je lâche prise sur ma vie. Je ne prends pas des initiatives. Et ça, c'est, me semble-t-il, c'est quelque chose d'assez mortifère, quoi. Lorsque Jésus guérit un paralytique, il ne lui tend pas encore la main pour l'aider à se relever et ne se charge pas à sa place de son brancard, mais il lui dit « Lève-toi, prends ton brancard et marche ». Autrement dit, maintenant que tu as recouvré l'usage de tes membres, utilise-les, lève-toi tout seul, charge-toi de ce qui te reste de tes difficultés passées et débarrasse-t'en toi-même. C'est la même chose dans le domaine de la sanctification. Pour que notre personnalité, notre état d'esprit d'abord, puis notre comportement change, il ne s'agit pas d'attendre béatement que Dieu agisse. En effet, l'auteur de l'Épître aux Hébreux reproche à ses lecteurs de ne pas avoir encore lutté jusqu'au sang pour résister contre leur mauvais penchant. C'est-à-dire, l'expression est forte. Donc il s'agit vraiment d'y mettre de l'énergie, de lutter pour changer et pour agir. Jésus nous demande aussi de nous efforcer d'entrer par la porte étroite. Donc il ne s'agit encore pas tout le temps non plus de lâcher prise et de laisser Dieu agir. Lâcher prise, oui, lorsque nous ne maîtrisons rien d'une situation difficile. Si je désire une chose dont je sais par avance que je ne l'obtiendrai jamais, si je sais par avance que cette quête a toutes les chances de me pourrir la vie, autant lâcher l'affaire. Nous abandonner à Dieu dans la confiance, oui, mais sans devenir fataliste. Imaginons que le PGHM, peloton de gendarmerie en haute montagne, donc imaginons que le PGHM dise à un alpiniste en péril, lâche prise. Il va se casser la figure, l'alpiniste. Ou alors que le PGHM lui dise, mets de l'huile. Alors on lâche prise dans une situation lorsqu'on reconnaît qu'on n'y peut plus rien. Mais tant que nous y pouvons quelque chose, prenons la situation au corps à corps. À moins qu'il décide d'une intervention miraculeuse, Dieu intervient, si je puis me permettre cette métaphore, comme le PGHM. Accrochons-nous, donc ne lâchons pas prise, accrochons-nous, et il nous donnera les instructions pour nous en sortir. Il ne nous donnera pas les mêmes instructions que Réglisse, me semble-t-il. Alors, faire confiance à Dieu, croire en l'amour de Dieu, c'est pas lâcher prise, et c'est pas non plus laisser Dieu agir. C'est agir avec Dieu, en fait, et c'est agir avec le secours de Dieu dans la prière, mais c'est aller de l'avant. Voilà. Aller de l'avant, c'est ce que Jésus nous souhaite. Quand il dit dans les Béatitudes, en Matthieu 5, bienheureux ceux qui pleurent, bienheureux ceux qui procurent la paix, bienheureux ceux qui ont faim et soif de justice,
bienheureux les non-violents, comme on pourrait traduire, on le verra dans une autre vidéo, eh bien, il faut savoir que Jésus reprend une expression bienheureux, bienheureux, qui existe déjà dans l'Ancien Testament. Donc, dans l'Ancien Testament, le terme c'est Ashrei, qui vient du verbe achar, qui veut dire avancer. Donc, Ashrei, c'est en avant. Ils avancent, c'est ceux qui sont en avant. Hein. Ils avancent, euh, ceux qui vivent selon cette charte spirituelle que Jésus leur donne dans les béatitudes. Et donc en fait, le bonheur, la bénédiction, la béatitude, le fait d'être bienheureux, ce n'est pas une position statique, mais la bénédiction et le bonheur sont dans le fait d'avancer, de mettre un pied devant l'autre. Voilà. T'as pas d'humour. Encore une maxime fréquente, encore une redite. Ça, on le dit très 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 souvent, ça, on se l'entend dire. Ne pas avoir d'humour, ce serait le vice suprême. Donc pour ma part, je ne suis pas d'accord du tout avec l'idée selon laquelle je pourrais me permettre, sous prétexte d'humour, de lancer n'importe quelle vanne, n'importe quel sous-entendu, n'importe quelle accusation, n'importe quelle remise en cause de mon interlocuteur en tant que personne, de le discréditer, de mettre en doute sa bonne foi, son honneur et son intégrité, sous prétexte d'humour. Et ce sont pourtant des pratiques qui existent. Or, voilà, c'est une pratique fort répandue. On peut dire en public, à un nouveau venu dans un cercle professionnel, par exemple, « Ah ben tiens, ta réputation t'a précédé », sans plus d'explication, pour faire planer je ne sais quel doute sur ses compétences ou sur l'honnêteté de cette personne. Et si cette personne se rebiffe, double peine. Elle est non seulement accusée d'avoir une mauvaise réputation, mais en plus, crime suprême, de ne pas avoir d'humour. Alors personnellement, j'ai appris à reprendre gentiment mes collègues de travail, par exemple lorsqu'ils se risquent à des vannes dont le sens premier serait une remise en cause de mes capacités professionnelles, même si je sais qu'il n'y a aucun sérieux, aucune réelle accusation. Francis Bacon a écrit « Calomnier, calomnier, il en restera toujours quelque chose ». On pourrait dire la même chose de cette formule, de cette forme d'humour qui consiste à dire des choses dont le sens premier serait insultant. Vanner, vanner, il en restera toujours quelque chose. Donc c'est quelque chose de très très proche entre la vanne et la calomnie. Si nous voulons communiquer de façon aimable et agréable et charitable, faisons-le en cherchant à honorer notre interlocuteur. Donc les vannes, c'est terminé. Il y a aussi une chose que l'on s'entend souvent asséner, un concept qui est très très fréquent dans le milieu du travail, et peut-être particulièrement dans mon propre milieu professionnel, c'est la notion de bienveillance. Alors on parle de bienveillance au travail, à l'égard d'un public en état de faiblesse, les enfants ou les malades par exemple, mais les travailleurs dans tout ça. Les gens en position hiérarchique, les hiérarques comme je dis, sont en situation de force vis-à-vis de leurs employés ou subalternes et devraient donc se montrer bienveillants à l'égard de ces derniers, sans exclure les relations d'amitié et affinité. Dans un établissement scolaire ou hospitalier, on demande au personnel d'être bienveillant avec les élèves ou les patients, et j'ai remarqué bien maintes fois que les travailleurs, professeurs ou personnels soignants, vivent mal que les supérieurs hiérarchiques leur serinent à longueur de temps et à longueur de stage de communication, qui doivent être bienveillants tout en leur montrant à eux, les travailleurs, peu de respect et en ne veillant pas toujours à ce qu'ils aient de bonnes conditions de travail. Il y a dans la notion de bienveillance aussi, autre problème, je pense, autre difficulté de compréhension devant ce concept, c'est qu'il y a dans la notion de bienveillance un risque de paternalisme qui peut être un peu gênant. Par définition, la bienveillance consiste à veiller à faire le bien. Se dire bienveillant avec quelqu'un sous-entendrait que je veillerai sur cette personne. Dans ce sens, montrons-nous bienveillants à l'égard des personnes en difficulté, tant qu'elles sont en difficulté, mais sans les enfermer dans leur faiblesse et sans les étiqueter comme la pauvre fille ou le mec à problème de service ad vitam, et sans voir non plus dans une personne handicapée ou malade chronique uniquement une personne handicapée ou malade chronique. Certes, je dois me montrer bienveillant avec mes élèves qui sont jeunes, ils ont entre 11 et 14 ans, je parle pour mes propres élèves, mais tous mes interlocuteurs ont-ils envie que je leur manifeste de la bienveillance au sens étymologique du terme? Pas sûr. En revanche, avec quelqu'un qui est dans la force de l'âge, en pleine santé, pour qui tout va bien, ou une personne âgée ou malade, mais que je ne veux pas regarder uniquement comme telle, il vaut mieux, me semble-t-il, être gentil, aimable, poli et aimant,
plutôt que bienveillant et paternaliste. Il me semble que tout le monde a envie d'être respecté et besoin d'être aimé. De plus, ce ne sont pas uniquement les plus forts qui doivent traiter les plus faibles euh, euh, et les moins vernis, je dirais, entre guillemets, avec égard. Les personnes les plus fortes et les plus favorisées par la vie et la société ont elles aussi le droit d'être traitées avec bonté. J'insiste donc une nouvelle fois sur ce point. Nous avons tous le droit d'être traités avec égard et charité, et nous avons tous besoin d'être aimés. Nous reviendrons largement dans la quatrième vidéo sur l'enseignement biblique, dans la troisième vidéo, sur l'enseignement biblique relatif au favoritisme. Enfin, il y a encore, et là encore j'insiste, le fait de passer le plus clair des échanges avec autrui à lui asséner des leçons de vie sous prétexte d'être un spécialiste réel ou supposé de la communication et des relations humaines n'a rien à voir avec la bienveillance, la bonté, la charité ou l'amour du prochain. Voilà, c'est la fin de cette troisième vidéo, donc la vidéo suivante, c'est la fin de la deuxième vidéo, pardon. La vidéo suivante sera relative donc au règlement des conflits. Et bien, je vous souhaite donc de passer un bon temps de réflexion si vous pensez que cette vidéo, en tout cas, vous en a donné matière. Et je vous dis à très bientôt. Que le Seigneur nous accompagne.